Donc je vous ai au matin rappelé, dans la logique du programme, pourquoi j'avais vraiment voulu inviter Federico Tarragoni à intervenir aujourd'hui. C'est sur cette question du populisme qui souvent est utilisé pour discréditer des revendications ou des mouvements sociaux, etc. Et j'avais été séduit par son livre « L'esprit démocratique du populisme ». Et il a intitulé son intervention aujourd'hui « Le populisme, une chance de réinvention démocratique ». Et donc pour nous qui sommes sur le terrain, à pouvoir être amenés à être confrontés à des formes qui vont être discréditées par le populisme, etc., il nous semblait que dans notre travail culturel, socio-culturel, c'était intéressant d'entendre une fois quelqu'un qui traite de ces choses-là avec une théorie, avec un regard sur le réel, qui nous éclaire un peu, qui nous apporte un peu d'autres compréhensions des choses. Voilà, donc plus ou moins 50 minutes d'intervention et puis questions-réponses. Je vous cède la parole. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup, Pierre. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, super. Bon, je suis ravi d'être parmi vous, même si, hélas, je ne peux pas être physiquement parmi vous. Et je l'ai eu beaucoup de plaisir à l'être parce que on a eu des échanges, disons, assez nourri avec Pierre Ankine et j'aime particulièrement en fait faire ce type d'intervention qui s'appelle dans le langage universitaire des interventions de vulgarisation, et moi j'entends la vulgarisation dans un sens très noble, notamment pour quand il s'agit en fait de mettre à l'épreuve du terrain le savoir, c'est-à-dire de discuter avec des acteurs de terrain comme vous, des gens qui se posent des questions autour de la citoyenneté, de la démocratie, de comment changer voilà, la donne des sociétés, et des questions qu'on se pose aussi quand on est chercheur ou enseignant, d'une façon peut-être différente, mais voilà, j'aime beaucoup ces moments d'échange parce que il y a des croisements qui se créent, des intersections qui se font. Alors, comme l'a dit Pierre, donc, j'ai intitulé mon intervention « Le populisme, une chance de réinvention démocratique » avec un point d'interrogation quand même à la fin, pour que ce ne soit pas qu'une intervention à thèse. Et en fait, cette question que je me pose, que vous vous posez peut-être aussi, vient d'un certain état du débat médiatique aujourd'hui. C'est-à-dire que contrairement à il y a quelques années, la question d'une possible réinvention démocratique autour du populisme, aujourd'hui, fait débat. C'est-à-dire que depuis 40 ans environ, le populisme est une insulte, est un mot fourre-tout, qui sert surtout à discréditer ce qu'il désigne, on vient de le dire. Et aujourd'hui, il y a un débat médiatique de plus en plus polarisé, en fait, autour de deux grandes positions qui s'affrontent. La première qui reprend le caractère insultant du mot et qui insiste sur le fait que le populisme est une corruption, une idéologie dégénérée, une mauvaise manière de faire la politique qui renvoie à des pulsions basses du peuple, à des pulsions populacières, on pourrait dire. Bon, qu'on soit d'ailleurs à droite ou à gauche. Hein, donc, quand on est à l'extrême droite, il est facile de dire que le populisme renvoie à des pulsions irrationnelles qu'on associe au racisme, à la xénophobie. Quand on est à gauche, on va dire que le populisme est une idéologie pas suffisamment construite, alors que, au contraire, une bonne idéologie, souvent d'ailleurs marxiste, devrait nous amener à mieux construire les revendications, à mieux les penser, à mieux les agencer. Voilà, donc il y a au fond voilà, cette position-là qui reste majoritaire dans le débat médiatique et public, et puis il y a une deuxième position qui a inversé le stigmate du populisme
à la faveur aussi de l'émergence de tout un tas de nouveaux partis et de mouvements qui, à droite et à gauche, ont repris à leur compte cette insulte, ce mot discréditant, et qui donc aujourd'hui insistent sur le fait que le populisme est le lendemain chantant de la démocratie, c'est sa meilleure possibilité de réalisation. Donc si vous voulez, vous avez un débat de sourds dans le champ médiatique entre des gens qui pensent que c'est le mal absolu de la démocratie et d'autres qui pensent que c'est la réalisation même de la démocratie, l'idéal même de la démocratie. Or, ce qui est intéressant, je pointe déjà votre attention sur cet élément, c'est qu'en fait les deux partagent la même définition empirique de la chose populisme, même s'ils ne s'accordent pas sur le statut démocratique du mot, en fait ils partagent la même définition, c'est-à-dire que ce phénomène renverrait à la fois à des mouvements, des partis, des idéologies à l'extrême droite et à la fois à des mouvements, des partis, des idéologies à l'extrême gauche. Ils ne mettent pas en question le fait que parmi ces choses-là, il n'y a pas grand-chose à voir. En tout cas, il y a moins de points en commun que de divergences. Le débat scientifique est caractérisé par une même polarisation. Bien qu'évidemment, comme on est dans le contexte de la science sociale, ce débat se pose de façon moins normative, on pourrait dire. Donc, avec moins l'idée d'être anti-populiste ou pro-populiste. Mais on a la même polarisation du débat entre des théoriciens qui insistent sur le caractère antidémocratique du populisme. Donc le dernier c'est un professeur de Columbia qui s'appelle Müller, dont vous avez peut-être vu le dernier livre, Qu'est-ce que le populisme ? Sous-titré Définir enfin la menace. Bon, voilà, la thèse est quand même contenue dans ce titre. Et puis à l'opposé, vous avez l'école des sexes autour d'une théoricienne qui est Chantal Mouffe. Mais bon, cette théorie a été construite bien avant Mouffe par Ernesto Laclau. Et donc autour de ces deux théoriciens s'est construit une nouvelle position autour du populisme qui insiste au contraire sur le caractère hyper-démocratique du populisme. Une fois de plus, j'insiste sur le fait que les deux partagent la même définition empirique du phénomène. Ils ne s'accordent pas sur ce que le phénomène recouvre, c'est-à-dire sur sa logique, sur ses dynamiques politiques, mais ils partagent le fait qu'ils désignent à la fois des mouvements et des partis à l'extrême droite et à la fois des mouvements et des partis à l'extrême gauche. Donc si vous voulez, tout ça est quand même très contradictoire, parce que vous comprenez bien que qu'on soit pro-populiste ou anti-populiste, qu'on insiste sur le caractère antidémocratique du phénomène ou hyper-démocratique du phénomène, il y aura toujours, quand on a une définition aussi large de la chose, des contre-exemples. Je prends Müller. Dans un passage de son livre, Müller dit « Alors, soyons bien clairs, le populisme est une menace pour la démocratie. Vous voyez, Trump, Erdogan, Poutine, Orban en Hongrie, Berlusconi, Le Pen, vous voyez, c'est une menace. Et en même temps, quand je vais aux États-Unis, on me dit, mais on ne comprend pas ton argument parce que chez nous, le populisme est plutôt qualifié de façon positive. En tout cas, il n'y a pas uniquement une acception négative de ce terme. Pourquoi ? Parce que, comme on le verra, aux États-Unis, le populisme s'est structuré historiquement autour d'un mouvement social qui était effectivement hyper démocratique. Le mouvement des fermiers de la fin du XIXe siècle, qui a donné lieu à des coopératives, et puis un parti qui était radicalement démocratique. Bon. Et du coup, Müller est contraint de dire, au fond, les Américains se trompent, parce que le populisme est un danger. Hein. Donc si chez eux, ça a plutôt une acception positive, c'est qu'en fait, le mouvement de la fin du XIXe siècle s'est appelé à tort populisme. Mais en réalité, le populisme, c'est Trump.
donc il se trompe. Donc vous voyez, ce monsieur en vient quand même à une position qui est totalement contradictoire, qui est intenable en sciences sociales. C'est-à-dire il en vient à dire que comme le populisme doit être obligatoirement une menace, parce qu'on le voit aujourd'hui, Trump, Erdogan et tous les autres, c'est une menace. Bah, du coup, ce qui s'est appelé historiquement populisme, aux États-Unis, mais c'est le cas, on va le voir, de toutes les manifestations historiques du populisme, n'avait pas à s'appeler populisme. Donc c'est une position révisionniste. Vous voyez? C'est comme si on disait le communisme est totalitaire. Donc en fait, les révolutionnaires de 1917, qui s'appelaient communistes, ils avaient tort. Ils auraient dû choisir un autre terme. Donc en fait, les mouvements ouvriers de 1848, qui se pensaient socialistes, comme le socialisme est ensuite devenu totalitaire, ils étaient aussi totalitaires, ou ils auraient dû s'appeler autrement. Vous voyez la contradiction très très importante dans laquelle se trouve ce monsieur. Et on trouve une contradiction tout à fait analogue dans le discours de Mouffe. Je ne sais pas si vous avez lu son ouvrage Pour un populisme de gauche. Bon. C'est une théoricienne belge, donc je suppose qu'elle a une audience, peut-être. Bon, moi, je n'ai pas une audience particulière en Italie, alors que je suis italien, mais bon, en tout cas, on pourrait imaginer qu'elle soit très, très lue en Belgique. Je crois que c'est le cas. Bon. Dans ce livre, en fait, elle renvoie à un moment donné à ce qu'elle a écrit sur le FPO autrichien. Vous connaissez ce parti d'extrême droite néo-nazi en Autriche. Et en fait, Chantal Mouffe, comme elle défend l'idée que le populisme est hyper démocratique, donc on est aux antipodes de ce que je viens de vous raconter sur Müller, mais comme elle garde aussi l'idée de Müller que le populisme s'applique également à la droite, bah du coup elle en arrive à des contorsions terribles, à des contradictions qui sont vraiment très difficiles à résoudre, puisqu'elle est obligée de dire que aussi les mouvements d'extrême droite ont un caractère hyper démocratique, ce qui est quand même pas facile à défendre. Vous voyez, quand on voit l'idéologie du FPO, c'est pas évident que la question démocratique soit au centre de leurs préoccupations idéologiques. Ni quand on voit l'idéologie de Marine Le Pen, d'Orban ou de Salvini. C'est pas des gens qui ont vraiment une idéologie démocratique, plutôt d'autres préoccupations. Chasser les migrants, réserver la citoyenneté aux nationaux, et ainsi de suite. Donc Chantal Mouffe, on est obligé à dire que les électeurs du FPO ont des demandes démocratiques qui sont mal canalisées, c'est-à-dire qui se canalisent dans le racisme, mais qui, en fait, à l'origine, sont vraiment démocratiques. Et il est très simple de la contredire quand on voit ce que le FPO, et je pense que ça s'applique à la plupart des partis d'extrême droite qui sont allés au pouvoir dernièrement en Europe, quand on voit ce que le FPO a fait au pouvoir dans les 10 dernières années. On voit que, en fait, les questions démocratiques sont tout à fait secondaires, voire même absentes, et donc que l'analyse de Mouffe ne fonctionne pas. C'est-à-dire que l'idée que les électeurs du FPO revendiquent plus de démocratie directe, plus de participation à la prise de décision, notamment en matière d'immigration, ça ne se réalise pas dans les faits parce que le FPO au pouvoir n'a mis en place aucun référendum, n'a pas du tout créé des dispositifs pour permettre au peuple, entre guillemets, de davantage participer à la prise de décision sur ces questions d'immigration, multiculturalisme, Europe, etc. Donc on voit bien que dans les demandes sociales qui sont canalisées par le FPO, la question démocratique n'est pas première. Ce sont plutôt des demandes de ressentiment, de demandes contre des politiques de soutien aux minorités actives, des demandes racistes. Une enquête analogue qui a été faite sur l'électorat de Trump en Louisiane l'a tout à fait montré également. Chez les électeurs de Trump en Louisiane, la question démocratique ne se pose pas du tout, du moins dans les termes dans lesquels nous définissions théoriquement la démocratie, c'est-à-dire la possibilité d'un accès universel aux droits et aux libertés, quoi. C'est plutôt l'idée de restreindre les droits,
de limiter les libertés, voire même de cautionner l'autoritarisme, ou en tout cas d'exclure une partie du peuple. Donc on n'est pas du tout dans ce qu'on appelle des revendications démocratiques. Et Chantal Mouffe ne répond pas à cette question-là. Pourquoi elle ne répond pas? Parce que ça l'obligerait à dire que le populisme de droite ne s'appelle pas populisme, et ça, c'est pas tout à fait compatible avec sa théorie. Donc vous voyez, on a quand même un état du débat médiatique et scientifique qui, de par sa polarisation, ne parvient pas en fait à répondre à la question que je vous pose et que je me pose: y a-t-il une chance de réinvention démocratique dans le populisme? Parce qu'on trouvera toujours un contre-exemple. Müller pourra dire à Mouffe: mais non, le FPO n'est pas démocratique. Les revendications du FPO ne sont pas hyper démocratiques, elles sont hypodémocratiques. Et Mouffe pourra toujours répondre à Müller: bah non, par exemple, les populismes états-uniens de la fin du XIXe siècle ne sont pas une menace. Voilà, ces fermiers-là luttaient pour plus de démocratie. Et tu le reconnais aussi. Vous voyez, donc en fait, c'est un débat de sourds, où on n'avance pas. Voilà, donc je vous propose de faire autre chose. Je vous propose pour les prochains 40 minutes qui me restent d'oublier ce que signifie le mot populisme. Donc un exercice de scepticisme radical. Parce que ce mot aujourd'hui désigne beaucoup trop de choses qui étaient très peu à voir les unes avec les autres. Et en fait, la science politique a produit énormément de confusion depuis les 40 dernières années. Les médias ont rajouté énormément de confusion. La communication politique a rajouté de la confusion. Donc aujourd'hui, on ne sait plus ce que veut dire le mot populisme. Donc je vous propose de l'oublier, de faire tabula rasa dans votre esprit et de suivre ce que je vous dis et de me dire si ça vous convainc. Quand on ne sait pas ce que signifie un mot, il y en a peu de mots quand on ne sait pas ce qu'il signifie. Il y a des mots ambigus, mais là, vous voyez, le mot signifie des choses qui sont complètement opposées. Donc, la première chose qu'il faudrait faire, d'après Ludwig Wittgenstein, un très grand philosophe du langage, la première chose qu'il faudrait faire, c'est de voir, en fait, ce que ce mot a désigné par le passé, et surtout la manière dont les individus l'ont utilisé pour définir des choses qui soient consensuellement considérables comme populisme. Et donc je vous propose en fait de ne choisir dans l'histoire du populisme que les mouvements historiques qui se sont autodéfinis populistes, qui ont été définis comme populistes par les historiens qui les ont à l'époque, et qui donc peuvent être comparés au titre de cette désignation de populisme, puisqu'ils pourraient être comparés aussi à d'autres titres. Mais comme ils se sont autodésignés comme populistes, et qu'ils ont été désignés comme ça par des historiens, on peut les comparer en vertu de cela. Ce sont les seuls populismes sur lesquels il y a consensus dans la science politique. Donc je vous propose de considérer pour l'instant que ce sont les seuls populismes dont on peut vraiment parler scientifiquement. Sachant que la science politique a ensuite brillé dans les années 80 à la faveur de l'actualité de la montée des partis d'extrême droite en Europe et aux États-Unis, et que donc elle a commencé aussi à appeler populisme tous ces partis-là. Mais en fait, il n'y avait pas un consensus à l'époque, dans les années 80, sur le fait qu'on puisse s'appeler populisme, par exemple, Reagan aux États-Unis, Thatcher au Royaume-Uni, et puis bien sûr Jean-Marie Le Pen en France. Il y a un ouvrage qui fait ça, l'ouvrage de Canavan, de Margaret Canavan, qui fait ça, c'est-à-dire qui, pour la première fois, introduit tout un tas de leaders racistes dans ce mot-là. Mais en fait, il n'y avait pas du tout de consensus à l'époque. Et le mot, ensuite, est rentré dans le débat public, parce que justement, tout un tas de journalistes se sont posé la question, comment classer Jean-Marie Le Pen, comment classer le FPO, comment classer la Ligue du Nord. Et c'est comme ça que ce mot en est venu à désigner ce qu'il désignait historiquement, plus tout ce qui est apparu
à partir des années 80. Et c'est ça qui a produit la confusion dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc je vous propose effectivement de considérer comme populistes uniquement les expériences qui sont consensuellement définissables comme telles, c'est-à-dire sur lesquelles il n'y a pas de débat historiographique. Vous voyez? Parce qu'il y a un débat, au contraire, historiographique sur Jean-Marie Le Pen est-il populiste, et puis évidemment tous les sympathiques messieurs de notre actualité, de Trump à Orban, à Salvini et les autres. Donc, quand on utilise ce critère pour définir de façon plus restreinte, ce qui est aussi plus maniable pour les sciences sociales, moi je suis sociologue, vous voyez, c'est plus simple de comparer 3 trucs que 125 trucs. Donc, quand on compare uniquement ce qui fait consensus et ce qui peut être philosophiquement, légitimement être défini comme populiste, on a 3 choses à comparer. La première, c'est le populisme russe des années 1840-1880. La deuxième, et c'est le populisme russe qui invente le mot populisme. Ce sont les premiers à s'appeler comme ça dans l'histoire. La deuxième, c'est le mouvement dont je vous parlais tout à l'heure, le mouvement des fermiers états-uniens de la fin du XIXe siècle, qui a donné lieu à un parti très éphémère qui s'est appelé le People's Party, le parti du peuple. Et le troisième, c'est une tradition politique continentale, c'est l'ensemble des régimes nationaux populaires qui ont vu le jour en Amérique latine entre les années 30 et 60 et qui ont donné lieu à un revival à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, avec le dit tournant à gauche en Amérique latine, une partie de ce tournant qui a été définie la vague rose des révolutions populistes. Bon, et on en parlera tout à l'heure. Entrons un peu plus dans la définition dans l'histoire de ces trois moments. Alors, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance de ces 3 choses-là, mais je vais essayer de vous le raconter de la façon la plus vivante qu'il soit, pour que vous compreniez à quel point on est à 10 000 lieues, à des kilomètres-lumière de Trump et de tout ce qu'on appelle populisme, à tort, à mon sens, aujourd'hui. Le populisme russe, en fait, en russe, c'est Narodnichezbo, c'est-à-dire l'association des amis du peuple. Narod en russe veut dire peuple, mais aussi nation, au sens civique du terme, au sens des citoyens réunis dans une communauté nationale, qui n'a pas de frontières toutefois, parce que la Russie à l'époque se pense comme un ensemble culturel qui arrive jusqu'aux frontières de l'Europe en fait. Donc c'est l'association des amis du peuple. Narodniki, ça veut dire les amis du peuple. Mais ça veut aussi dire en russe les amis de la démocratie, c'est-à-dire les démocrates. Bon, c'est un mouvement qui est créé par un grand ami de Victor Hugo et un grand admirateur de Marx, qui s'appelle Herzen, Alexandre Herzen, qui passe une partie considérable de sa vie à Paris, parce qu'il est fasciné par les socialismes parisiens, en particulier par Proudhon, dont il est très proche aussi. Donc c'est quelqu'un qui est parfaitement intégré dans les réseaux intellectuels socialistes des années 1830-1840. Et en fait, il a une thèse par rapport qui se développe ensuite dans les décennies qui viennent par rapport à Marx. Il dit j'aime bien l'idée qu'une révolution permettra de libérer les peuples, et notamment les peuples travailleurs, dans toute la planète, mais ta théorie, mon cher Karl, ne s'applique au fond qu'à l'Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, le prolétariat existe, donc il y a un prolétariat industriel, et en Russie, il n'y a pas d'industrialisation. D'ailleurs, en industrie, il n'y a pas de capitalisme tout court, donc on est dans un système féodal dirigé par des propriétaires terriens à la botte d'un monarque absolu, le tsar. Et en fait, l'analogue du prolétariat en Europe, chez nous, c'est la paysannerie, c'est-à-dire le 80% de la population qui vit en état d'esclavage, parce qu'il y a encore le servage en Russie, et donc c'est eux qui devront faire la révolution. Alors Marx
débat très longtemps avec ces gens-là, parce qu'il y en aura d'autres ensuite qui prendront le relais de Derzen, et ils considèrent qu'ils ont raison. C'est-à-dire qu'en Russie, étant donné que les conditions historiques sont différentes de celles de la plupart des pays capitalistes, parce qu'il n'y a pas de capitalisme là-bas, on peut imaginer un saut, une transition du féodalisme au communisme, à l'aide des mobilisations paysannes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les paysans en Russie ont un truc très particulier, un mode d'organisation tout à fait singulier qui s'appelle l'obchinia. L'obchinia, c'est la commune rurale. C'est-à-dire que les paysans en Russie sont organisés en forme coopérative et qu'ils sont extrêmement, ils sont très attachés à un fonctionnement démocratique dans l'organisation de leur village. Ils ont même une association de villageois qui a un pouvoir politique de gestion des territoires qui s'appelle le MIR. Et donc, ils ont déjà, en fait, une certaine familiarité avec le pouvoir démocratique. Ce qui fait que si on élargissait, dit Marx, mais c'est aussi ce que pensent les populistes russes, si on élargissait ce système de la démocratie villageoise à tout le territoire russe, on aurait au fond une démocratie communiste. Vous voyez, donc, on aurait le mieux du communisme sans passer par le capitalisme. Donc ça, c'est le rêve des populistes russes, et c'est ce qui les amène, en fait, ce sont des intellectuels qui font ça, ce qui les amène à créer une énorme mobilisation en 1874 vers les campagnes russes, qui va s'appeler la Croisade au peuple, et autour de laquelle ils mobilisent tout un tas de groupes sociaux différents, des étudiants, des argentés et déclassés. Bon, on est dans une époque, je ne sais pas si vous aimez Tchekhov, mais dans les pièces de Tchekhov, il y a souvent un étudiant, cette figure d'étudiant révolutionnaire qui est un peu en rupture de banc par rapport à sa classe d'origine. Ce sont bien sûr souvent des étudiants bourgeois qui veulent faire la révolution. Eh bien, il y aura tout un mouvement étudiant qui va converger dans cette mobilisation de 1874. Et puis, le premier mouvement de libération sexuelle de la femme. Je ne sais pas si vous savez, mais les premiers mouvements de ce qu'on a appelé la deuxième vague du féminisme dans les années 60, donc les premiers mouvements qui ont réclamé la libération sexuelle et la fin du patriarcat de l'organisation sexuelle du travail, c'est né en Russie. Et ce sont des femmes qui sont devenues terroristes à la fin du 19e siècle et qui échangeaient aussi beaucoup avec Marx. Et donc ces mouvements de libération sexuelle de la femme vont converger également dans cette grande mobilisation. Donc imaginez-vous, en 1874, il y a des étudiants, des intellectuels, des féministes, et puis bien sûr les premiers mouvements ouvriers, les tout premiers mouvements ouvriers des industries de Saint-Pétersbourg, qui vont aussi être fascinés par cette mobilisation. Ils vont tous voir les paysans, et ils vont tous essayer de convaincre les paysans dans les terres reculées de l'Empire de se révolter contre le tsar et de prendre le pouvoir, c'est-à-dire d'instaurer cette démocratie communiste à l'échelle de tout le territoire. Eh bien, ils échoueront parce que les paysans n'ont aucune envie de se révolter. Ils sont très attachés à leur croyance, à la religion orthodoxe en particulier, qui leur enjoint de considérer le tsar comme le père du peuple, et donc ils vont tous faire de la délation, donc ils vont tous appeler la police et donc faire de la délation envers ces gens-là. Donc ils vont à peu près tous mourir, ces révolutionnaires. Ceux qui ne vont pas mourir deviendront terroristes à la fin du 19e. Vous connaissez cette période, à la fin du 19e, où les Russes posent des bombes un peu partout en Europe. C'est eux. C'est ceux qui résistent à cette première répression des années 1870. Et ils arriveront même à tuer le tsar, Alexandre II. Donc là, le tsar suivant, Alexandre III, si vous voulez, est très énervé. Et donc il va les décimer complètement. Et parmi eux, il y aura aussi le frère de Lénine,
le frère de Lénine, sera un populiste pendu dans la toute dernière vague de répression d'Alexandre III. Donc Lénine sera très marqué par cet échec révolutionnaire, en même temps par ses idéaux qui étaient tout à fait positifs. Et Lénine en viendra même à dire, au fond, voilà, ils se sont trompés parce qu'ils n'ont pas pris en compte le fait que la Russie est devenue entre-temps un pays capitaliste, qui a bien un mouvement ouvrier qui s'est constitué notamment dans les années 1880-1890, à la faveur d'un grand processus de modernisation et d'industrialisation, mais il est parlé de ça. Et donc là maintenant, les paysans, on s'en fout des paysans. Hein. Il faut mobiliser les ouvriers. Les paysans sont réactionnaires, on les laisse dans leurs terres reculées et on s'intéresse aux ouvriers. Donc la stratégie des populistes n'est plus d'actualité et c'est comme ça qu'il fondera le parti bolchevique, avec cette idée-là. Bon. Vous voyez quand même un mouvement qui a eu très à cœur la question démocratique, la question de former une démocratie en mobilisant la majorité du peuple, donc la paysannerie, et en se servant d'un outil qu'on pourrait considérer aujourd'hui de démocratie radicale. Pour l'époque, c'était le cas, c'est-à-dire cette commune rurale. Les communards parisiens en 1871 ne sont pas si loin de ça, si vous voulez, même si c'est des travailleurs. Ils ont cette idée qu'en autogérant des ressources, on peut faire une vraie démocratie. Et d'ailleurs, Marx fait la comparaison entre la commune parisienne, dans ses tout derniers écrits, et la commune rurale des Russes. Voilà, maintenant on fait un petit saut de 30 ans, et on traverse le golfe de Bering, en bas aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe dans les années 1880 aux États-Unis? Eh bien, en fait, il y a une grande crise économique. 1873, la plus grande crise de surproduction du XIXe siècle, une crise qui met en péril, en fait, là aussi, l'immense majorité du peuple américain qui est composé de fermiers. Ayons des petites fermes. Pourquoi ils sont en péril? Parce qu'en fait, cette crise produit une baisse significative des prix agricoles. Et cette baisse des prix agricoles va de pair avec quelque chose d'assez contre-intuitif, c'est-à-dire une augmentation des profits pour les grands lobbies industriels et pour les grandes entreprises financières de Wall Street. Pourquoi? Parce qu'en même temps que la crise économique touche les plus faibles, les républicains au pouvoir font adhérer les États-Unis au gold standard. Je ne sais pas si vous connaissez le gold standard. Bon, c'est ce système monétaire de raccrochage en fait de toutes les devises des pays capitalistes à l'or, avec des taux de change directs, ce qui permet à la première mondialisation financière de se réaliser. Donc, si vous voulez, ces fermiers sont un tout petit peu énervés parce qu'ils voient leur revenu baisser et même leur capacité en fait de garder leur ferme en cause, alors que de l'autre côté, à quelques milliers de kilomètres de chez eux, dans les grandes villes, en particulier à New York, les financiers s'engraissent les poches et surtout ils achètent de plus en plus des fermes pour constituer ce qui va devenir les premiers trusts industriels de l'agriculture. Les États-Unis passent à cette époque-là dans une phase d'industrialisation intensive de l'agriculture, et donc ces fermiers sont obligés de vendre leurs fermes à des prix dérisoires pour juste survivre à la crise, au profit des premières compagnies qui vont créer l'agriculture intensive, donc les grandes exploitations agricoles qui vont faire du maïs à grande échelle et qui vont exporter le maïs partout dans le monde. C'est le moment où les États-Unis deviennent le grenier du monde. D'accord? Vous voyez le problème? Bon. Et donc ces fermiers se disent, très bien, si la République ne nous écoute pas, si les partis au pouvoir sont à la botte des financiers de Wall Street et des lobbies et des grandes compagnies de l'agriculture industrielle, on va s'auto-organiser. Donc ils font un peu comme les Russes, un peu comme les paysans russes des années 1850,
ils vont s'auto-organiser sous la forme de coopératives rurales. Et ces coopératives incluent également un volet culturel, donc tout un tas de bibliothèques, par exemple, un peu ce que vous faites, d'associations, de débats entre paysans, pour notamment démocratiser la culture. Donc il y a tout un tas d'initiatives qui se mènent autour de ces coopératives qui servent à échanger les produits entre agriculteurs, donc à des prix corrects, aussi à mutualiser leurs ressources et à mettre en place des systèmes de prêt. Parce qu'évidemment, ils ne veulent plus mettre leur argent à la banque, si vous voulez. Ces coopératives prennent de plus en plus d'ampleur, notamment dans le Midwest et dans le sud des États-Unis, qui sont les territoires dans lesquels il y a le plus de terres arables. Je ne sais pas si vous êtes des amateurs de la littérature sociale américaine des années 20 et 30. Bon, voilà, c'est de ces territoires-là qu'on parle. Et donc, il suscite aussi les enthousiasmes là aussi, de la première organisation féministe aux États-Unis, qui lutte non pas pour la libération sexuelle, mais pour le droit de vote, parce qu'aux États-Unis, les femmes n'ont pas encore le droit de vote. Et donc, ces premières féministes américaines se lient dans leur combat avec les fermiers ruinés. Et puis, au sein de ces fermes, se dégage également un mouvement afro-américain, notamment dans les pays du sud des États-Unis, qui lutte contre la ségrégation raciale. Parce que vous savez, dans les États du sud, la ségrégation raciale est très importante, et en même temps, les Noirs sont des paysans. Et donc, ils considèrent que dans ce grand mouvement, il y a une chance pour finalement constituer un mouvement plus égalitaire à l'échelle de l'Amérique entre les Blancs et les Noirs. Bon, il faudra beaucoup de temps, vous savez, pour que cela prenne pied. Ce mouvement prend une ampleur impressionnante. Il se lie également aux premières grèves ouvrières menées par le premier syndicat socialiste des États-Unis, les Knights of Labor, les Chevaliers du Travail. Et à la fin du XIXe siècle, il monte un parti, le People's Party, qui rafle plusieurs millions d'électeurs aux élections de 1892. C'est un véritable succès. On est à près de 10% de l'électorat, c'est énorme pour les États-Unis, donc ils ont plein de députés, etc. Et donc ils se disent, on va monter en puissance, on va s'allier avec les démocrates. Et en 1896, ils prennent le leader démocrate comme leur propre leader. Bon, les paysans n'étaient pas tout à fait d'accord avec cette décision, et notamment les paysans noirs. Pourquoi les démocrates? Pourquoi? Parce que les démocrates aux États-Unis étaient des racistes à cette époque-là. Ils étaient pro-ségrégation, notamment dans les États du Sud. Il ne faut jamais oublier que ce sont les démocrates qui ont instauré le système de ségrégation raciale aux États-Unis, pas les républicains. C'est tout à fait étonnant d'imaginer ça aujourd'hui. Et donc, ils n'ont pas d'accord, mais les jeux de pouvoir font que, finalement, ce parti nouveau-né en 1892 s'allie 4 ans après pour les élections de 1896 avec les démocrates, et ça va être un immense échec, parce que les démocrates vont perdre en 1896, et les républicains vont gagner pendant très longtemps après, et donc le parti populiste qui a lié son sort à celui des démocrates, finalement, va mourir dans les années qui viennent. Mais là aussi, je vous pose la question, est-ce que vous considérez que ce mouvement a été très démocratique? Je dirais que oui. Il a prôné pour une réappropriation de la démocratie par les citoyens, en particulier par les producteurs. Troisième moment, l'Amérique latine. L'Amérique latine, là, on fait un petit saut de 40 ans. On arrive en 1929, on traverse l'Amérique centrale et on a affaire à une situation tout à fait comparable. C'est-à-dire qu'après 29, l'Amérique latine vit une crise sociale et économique très forte parce que c'est un continent qui dépend de la demande étrangère pour survivre, notamment pour la demande de matières premières. C'est un continent qui exporte des matières premières et où la plupart des pays sont mono-exportateurs.
café, cacao, bon, ou étain, pétrole, etc. Bon. Dans ce contexte, donc avec une énorme crise économique, les systèmes politiques qui avaient gouverné en Amérique latine depuis leur indépendance vis-à-vis des empires espagnols et portugais, c'est-à-dire les républiques oligarchiques, ces républiques-là, qui étaient des républiques de notables très liées au capital étranger, vont aussi être liquidées. Parce qu'il y aura des mobilisations populaires gigantesques qui vont les accuser d'être au service des intérêts étrangers et donc d'avoir en fait causé le problème qui s'est produit après la Grande Dépression de 29. Et à leur place surgissent en fait des leaders charismatiques qui vont se présenter en porte-parole de ces mobilisations populaires, paysannes, ouvrières et là aussi féministes, et qui vont créer des régimes qu'on appellera populistes, dans chaque pays d'Amérique latine. Le plus connu d'entre eux, c'est le péronisme, le régime de Perón, qui commence dans les années 40, entre 46 et 55. Il y en a un au Mexique, autour de Lázaro Cárdenas, entre 34 et 40. Il y en a un par pays d'Amérique latine. Si vous voulez, après, on pourra, si vous êtes des amoureux de l'Amérique latine, on en trouvera un par pays. Que font ces régimes nationaux populaires? Ils font tous la même chose, c'est-à-dire qu'ils créent les systèmes d'État-providence qui se créent à la même époque dans les pays européens après la Deuxième Guerre mondiale. Donc ils font ce que a fait Charles de Gaulle, d'accord? Création d'un système de sécurité sociale et de protection sociale. Ils créent les premiers droits sociaux liés au travail, donc le droit au congé payé, le droit au chômage, le système de rémunération des accidents de travail, la première législation sur le travail des enfants, l'instauration de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, qui mettra beaucoup de temps à arriver en Europe. Perón l'instaure en Argentine dès 1947. Hein, l'égalité juridique entre hommes et femmes. Et aussi l'égalité professionnelle, c'est-à-dire l'égalité des salaires. Vous voyez, ils sont un peu à l'avance par rapport à nous. Cárdenas, par exemple, il va faire la première grande réforme agraire du Mexique. Il va redistribuer des millions et des millions d'hectares de terres arables pour les paysans indigènes. Donc, en fait, il crée des droits sociaux. Et puis, ils améliorent aussi le système électoral. Donc, par exemple, Perón va élargir le droit de vote aux femmes. Cárdenas va essayer de faire la même chose. Bon, le problème, c'est que ces systèmes politiques sont gérés essentiellement par un leader. Vous voyez, c'est des systèmes extrêmement personnalisés. Et cela va créer d'immenses problèmes. C'est-à-dire que le personnalisme et la personnalisation du pouvoir vont entrer en contradiction avec justement la collectivité de ces mouvements sociaux qui les avaient portés au pouvoir. Donc il y aura une contradiction qui se crée entre une personnalisation croissante du pouvoir par ces leaders, qui ont toutefois un projet démocratique, mais qui sont seuls au pouvoir, seuls aux manettes du pouvoir, et de l'autre côté des mouvements populaires qui revendiquent de plus en plus d'autonomie et de plus en plus d'influence dans leur capacité à finalement à participer à la prise de décision publique. Dans certains cas, la première tendance, la personnalisation, l'emporte sur la deuxième, jusqu'à la création, par exemple, d'un système autoritaire au Brésil, sous la férule de Getúlio Vargas, qui était toutefois le représentant du mouvement ouvrier peu avant. Donc il va créer un système autoritaire pour prévenir, dit-il, une révolution communiste. Bon. Et dans d'autres cas, on aura au contraire les mouvements populaires qui vont l'emporter. Cárdenas, par exemple, il va essayer de réformer l'État et son parti, qui va rester longtemps au pouvoir, le parti de la révolution institutionnelle, pour faire en sorte que ce parti soit le plus démocratique, qu'il y ait plus de démocratie interne dans son parti. Donc voilà, chaque pays va se placer un peu dans ce continuum entre
le personnalisme et l'autoritarisme et la démocratie, disons, et donc l'autonomie des mouvements populaires, un peu au milieu de ce continuum, mais voilà, les deux choses deviennent contradictoires. Donc le populisme au pouvoir produit des contradictions, raison pour laquelle j'en arrive à la conclusion dans mon livre que le populisme est une force de contestation de la démocratie qui vise à la rendre plus démocratique, mais qui par définition ne peut pas arriver au pouvoir, puisque, du moins, lorsqu'il arrive au pouvoir, il faut que les leaders prennent en compte les contradictions de ce qui se passe. Parce qu'une fois qu'il arrive au pouvoir, se crée en fait un écart entre justement les mobilisations et le parti qui les porte. Et ça, on le voit très très bien en Amérique latine. Donc, quand on compare ces trois manifestations, on en arrive donc à une définition du populisme que je vous propose d'appliquer maintenant à l'Europe. Et la définition du populisme, c'est la suivante. Le populisme est en fait une idéologie de crise qui apparaît dans certains moments, disons, de critique de la vie politique, et qui prend la démocratie à la fois pour cible et à la fois pour utopie. Pour cible, c'est-à-dire que la démocratie en place, lorsqu'elle est en place, ou la démocratie qu'on pourrait imaginer, comme dans le cas des Russes, est par définition incomplète. Il faut imaginer la démocratie la plus radicale, la plus démocratique qu'on puisse imaginer. Donc, le populisme prend la démocratie pour cible en pointant son incomplétude, son inachèvement, et en même temps comme utopie. C'est-à-dire c'est ce qui mobilise les acteurs populistes. Et, disons, le slogan qui va permettre de réaliser cette idéologie est un slogan le plus simple possible, le peuple contre l'élite, pour faire en sorte que plusieurs groupes sociaux puissent être mobilisés avec la même idéologie et que plusieurs causes démocratiques puissent être articulées les unes avec les autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté historiquement, mais ce qui caractérise les trois moments que j'ai identifiés, c'est aussi la grande hétérogénéité sociale des groupes mobilisés. On a affaire à des paysans, à des ouvriers, à des féministes, qui luttent pour des choses très différentes, qui ont des intérêts très différents. Et en fait, le populisme a défendu cette idée du peuple contre l'élite, au fond, pour permettre à ces groupes de se fédérer autour d'une même critique de la démocratie en place, ou d'une démocratie réductrice qu'on aurait pu imaginer à la place de l'autocratie, pour une démocratie radicale, inclusive, égalitaire, le plus égalitaire possible. Vous voyez donc c'est la raison pour laquelle l'idéologie du populisme est très simplificatrice. C'est parce qu'il y a toujours plusieurs groupes sociaux qui s'articulent autour d'elle. Si vous voulez, pour schématiser un peu, le populisme est la seule idéologie qui a inventé ce dont on parle aujourd'hui, la convergence des luttes. Le populisme a inventé l'idée de la convergence des luttes. Alors que le socialisme a toujours été, dans son histoire au XIXe et au XXe siècle, monolutte, lutte ouvrière. Le populisme a été une idéologie socialiste élargie, qui a pris en compte la diversité des causes populaires et qui a rayé les causes populaires, non pas par l'idée de la production, parce qu'il y a certains acteurs sociaux qui n'ont rien à voir avec la production, on sait les femmes à cette époque-là qui luttent pour le droit de vote, mais par la démocratie. Donc si vous voulez, pour aller très très vite, le socialisme a insisté sur la révolution au sein du système productif et a délaissé l'élection démocratique, l'a placée dans disons, quelque chose de secondaire, ça viendra après. Le populisme a fait l'inverse. Le populisme a placé la démocratie au cœur même de son idéologie et a considéré que l'égalisation de la production, l'égalisation des inégalités productives viendrait après. D'accord? Je schématise un peu, mais c'est ça la grande différence entre ces deux branches de la même famille, qui est le socialisme utopique du début du XIXe siècle. Ça donne ces deux variantes du socialisme, l'une le socialisme communiste et l'autre le populisme démocratique. Donc aujourd'hui, si vous voulez, je vous pose la question, est-ce que, selon vous, Trump est populiste, au sens de l'histoire que j'ai
raconter de la définition que je vous ai donnée? Non. Orban est populiste? Non. Berlusconi est populiste? Non. Le Pen est populiste? Non. Donc, la tâche, c'est de créer des nouveaux mots pour définir tous ces gens-là qu'on amalgame, qu'on met dans le même panier au risque de la confusion et des amalgames, c'est-à-dire au risque de dire que Mélenchon et Le Pen disent la même chose, que à chaque fois qu'on parle du peuple en politique, on fait du Trump ou on fait du Berlusconi, donc il ne faut pas parler du peuple. Donc il faut trouver d'autres termes pour définir ces sympathiques messieurs ou ces leaders politiques qu'on appelle à tort populistes au sens de ce que le mot populisme a désigné historiquement et de ce qu'il peut définir au fond en sciences sociales. Donc je vous propose qu'on utilise pour les leaders politiques qui instrumentalisent les désirs, les rêves et les aspirations populaires pour finalement faire autre chose lorsqu'ils sont au pouvoir, l'ancien mot de démagogue, qui a 2500 ans d'histoire, mais qu'on a oublié en fait aujourd'hui et qu'il faudrait réutiliser. Alors bien sûr, il y a une dimension polémique dans le mot démagogue, mais lorsque Aristote dit que le démagogue est celui qui flatte les bas instants du peuple pour finalement ne pas exaucer ses vœux démocratiques lorsqu'il est au pouvoir, pour faire quelque chose d'antipopulaire lorsqu'il est au pouvoir, il me semble qu'il définit un certain nombre de leaders de notre temps. Lorsque Trump promet au peuple américain de faire les intérêts des ouvriers de la ceinture de rouille, donc des régions désindustrialisées du nord des États-Unis, et lorsqu'il arrive au pouvoir, en fait, tout ce qu'il fait, ce sont finalement des lois pour son propre intérêt personnel ou des polémiques stériles. Il est un démagogue. Lorsque Berlusconi parvient au pouvoir en promettant qu'il va réduire les impôts pour tout le monde et que finalement il réduit les impôts pour les plus riches, c'est un démagogue. Voilà, et on pourrait continuer comme ça. Il y en a tout un tas de démagogues dans notre politique contemporaine, du fait que la politique est devenue une affaire de communication et qu'on a une minute pour convaincre des millions d'électeurs à voter pour vous, donc ça stimule la démagogie à droite et à gauche. Et puis il y a un autre mot qui me semble important de ressusciter des oubliettes de l'histoire et qui s'applique très bien en fait à des partis et des mouvements politiques qui en fait instrumentalisent l'idéologie démocratique au profit de revendications xénophobes, racistes ou excluantes d'une partie du peuple. Et c'est ainsi un mot qui a aussi une noblesse, c'est le nationalisme. En fait. Marine Le Pen est nationaliste, elle n'est pas populiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le peuple tel que le définit Marine Le Pen, la plèbe dont on a parlé jusqu'ici, la plèbe démocratique, donc le peuple tel qu'il imaginait les Russes, les Américains et les Latino-Américains, n'a rien à voir avec ce qu'elle désigne comme peuple. Lorsqu'elle parle du peuple, elle parle de la nation française, de l'ethnos français. Quel est le slogan des militants FN? Il est très simple. Le slogan des militants FN, c'est « On est chez nous ». Et « On est chez nous », ça ne veut pas dire « On a envie de construire une meilleure démocratie en élargissant les droits, les libertés et la justice ». Ça veut dire « On veut restreindre la démocratie à la nation ». Et pour que la démocratie puisse s'épanouir, il faut chasser les gens. Il faut chasser tout un tas de boucs émissaires qui sont à la fois, bien sûr, les migrants pour Marine Le Pen, mais aussi potentiellement tous les croyants musulmans, mais aussi potentiellement les défenseurs des causes des minorités, donc tous les inassimilables, parce qu'on voit le même discours chez Trump. Les ennemis du peuple, c'est qui? C'est les pro-discrimination positive, les féministes, les intellectuels postcoloniaux, et ainsi de suite. Donc tous ces gens-là, il faut les chasser du peuple pour que la démocratie puisse effectivement être réalisée. Donc vous voyez, en fait, c'est une idéologie ultranationaliste, au fond, qui n'a rien à voir avec l'histoire du populisme que je vous ai racontée. Au contraire, les seules manifestations qui me semblent compatibles avec la définition que j'ai
tirés de cette histoire sont ce qu'on appelle aujourd'hui les populismes de gauche. Eux, disons, effectivement, ils peuvent être appelés en toute rigueur populistes. Autrement dit, pour l'Europe, les mouvements anti-austérité qui ont vu le jour après la crise de 2008 et qui ont donné lieu, pour certains d'entre eux, à des partis politiques qu'on appelle aujourd'hui populistes de gauche. Je parle de 4 grands mouvements anti-austérité. Le mouvement Aniaktes Mesnoi grec, le mouvement anti-austérité grec, qui s'est vraiment construit au moment de la crise sociale en Grèce, dans les années 2010, le mouvement Quinzaine en Espagne, le mouvement du debout et les Gilets jaunes en France, et le mouvement moins connu des référendums en Italie. Un mouvement qui a donné lieu en fait à des grands événements qu'on a appelés les Vaffanculo Day, les va te foutre day, les jours va te faire foutre, et qui en fait prônait l'approbation de 3 référendums. Vous savez qu'en Italie, on a un système d'initiative référendaire qui n'existe pas en France, donc on a un article de la Constitution qui permet à 50 000 citoyens par leur signature, de proposer un référendum au vote de l'Assemblée. Et en fait, ces 50 000 signatures ont été réunies au début des années 2010 par le comique Beppe Grillo pour 3 sujets. La liberté de la presse, la possibilité pour les députés qui étaient condamnés d'être réélus, condamnés pour corruption, et un 3e sujet que j'ai oublié, mais vous le trouvez dans mon livre. Bon, ces 3 projets de référendum n'ont même pas été examinés par l'Assemblée et le Sénat. Ça a donné lieu à ce mouvement donc, contestataire qui a eu une énorme ampleur et qui a créé en fait des sections qui se sont appelées les LITAPS, des sections militantes locales qui ont généré le mouvement 5 étoiles. Voilà. Donc moi, quand j'entends que le mouvement 5 étoiles et j'entends des collègues me dire ça, c'est une aberration, est un parti d'extrême droite, si vous voulez, mes poils siègent, parce que le mouvement 5 étoiles est un parti d'extrême gauche. Et c'est un parti d'extrême gauche qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui reste du Parti communiste italien. Un parti d'extrême gauche qui défend des causes tout à fait différentes, l'écologie, la réappropriation par les citoyens de la démocratie, notamment via la démocratie électronique, qui peut être critiquée, on pense qu'on en pense, mais voilà, c'est un sujet. Et puis tout un tas d'autres combats. Alors après, on pourra discuter de l'alliance, si vous voulez, entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue en 2018. Je vous rappelle juste qu'en Italie, depuis 1948, les alliances entre partis très très différents sont la règle, en fait. Et qu'en 1968, il a fallu y avoir une alliance entre le Parti communiste italien et la démocratie chrétienne. C'est-à-dire, c'est comme si aujourd'hui, le Front de gauche et le Front national s'alliaient. Et ça a quand même donné lieu aux Brigades rouges, cette alliance. C'est-à-dire, pour contester cette alliance, pour la rendre impossible. Donc en Italie, les alliances, comme dans toutes les républiques parlementaires, sont pas en soi négatives. C'est le fonctionnement de la république parlementaire. En France, on a du mal à comprendre comment fonctionne la république parlementaire, parce qu'en fait, on a un système de vote à 2 tours qui rend tout le pouvoir à une personne. En Italie, on a des élections parlementaires. Donc ensuite, après les élections, il faut que les partis se démerdent pour créer un gouvernement, comme en Espagne. Ça, on connaît. Ça, de là à générer. Mais ça, on connaît en Belgique, voilà, le processus. Absolument. Il faudrait peut-être conclure, M. Tarragoni, pour avoir un peu d'échelle. En fait, c'était ça la conclusion. Donc, pour ces mouvements qu'on appelle des populismes de gauche, on observe tout à fait le même fonctionnement, la même idéologie que pour les populismes historiques.
C'est-à-dire on observe en fait des crises sociales qui génèrent des mobilisations très hétérogènes. C'est le cas de tous les mouvements dont je vous ai parlé en Europe. Pour les gilets jaunes, c'est très évident, hein, classe moyenne, classe populaire. Donc des mobilisations très hétérogènes dans lesquelles convergent plusieurs causes démocratiques et qui donnent lieu à des partis où il y a un très fort leadership charismatique et qui, une fois au pouvoir, entrent dans des contradictions multiples dues à la fois à la nécessité de maintenir un lien avec des mobilisations très horizontales, comme ça a été le cas pour les 3 cas historiques que je vous ai mentionnés, et à la fois par la nécessité de personnaliser le pouvoir, ce qui peut donner lieu à des phénomènes d'affaiblissement de la démocratie interne de ces partis-là, comme on l'observe chez Podemos ou dans le mouvement 5 étoiles. Voilà, mais le débat portera peut-être plus sur l'actualité que sur l'histoire, mais je tenais quand même à vous raconter cette histoire pour qu'on sache vraiment de quoi on parle, ce qui est, me semble-t-il, le plus important aujourd'hui quand on parle du populisme. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, et effectivement... Et effectivement, ce détour historique qui est aussi passionnant à l'oral qu'à l'écrit, je vous remercie. Et je pense un élément quand même incontournable pour que nous, par rapport à ces questions-là, le peuple, éducation permanente, éducation populaire, etc., c'est des choses très importantes pour avoir les idées claires et pouvoir réagir à certains débats. Et si vous avez des questions, j'espère que vous avez des questions vraiment sur l'exposé et sur ce qui a été exposé par M. Tarragoni, vous levez la main, je m'approche avec le micro et vous vous exprimez le plus librement possible. Alors là, ça va être compliqué quand même, hein. C'est quand même compliqué, on va perdre du temps. Hein. Ça, j'ai mis du gel, hein. J'ai mis du gel, je vais mettre mon masque. Par contre, je veux bien que vous mettiez votre masque. Par contre, je veux bien que vous mettiez votre masque. Oui. Désolée, merci. Bonjour, merci beaucoup pour l'exposé. En fait, j'aurais simplement voulu savoir si vous pouviez donner un exemple de démagogie de gauche, parce que je trouvais ça très intéressant, l'idée d'utiliser le terme de démagogie pour rassembler ce qu'aujourd'hui on appelle populisme. Ça me convainc assez bien. Mais quand vous avez parlé des populismes de gauche à la fin, là j'ai été un peu perdue et j'avais un peu du mal à voir, surtout quand vous avez parlé de la personnalisation du pouvoir qui pouvait se produire, si du coup ça ne devenait pas des démagogies de gauche. Voilà, merci beaucoup. Merci. On le prend plusieurs. Hein, parce oui, que vous prenez plusieurs questions, vous notez. J'ai envie d'entendre la salle. Oui. N'ayez pas peur, j'ai remis le masque. Non, vous avez raison. Qui d'autre? Non. Madame là-bas. Bonjour, merci. Ça m'intéresserait de savoir, d'après vous, quels sont les enjeux derrière cette spécification du vocabulaire. Si vous pouviez développer un peu quels sont les enjeux derrière la mauvaise nomination des choses, peut-être de notre point de vue à nous sur le terrain, qui devons mener des débats. Voilà. D'autres questions? Geneviève, non? Allez, j'aurais été étonné. Non, mesures sanitaires. Éloignez-vous alors. Donc ici à Namur, personnellement, je me suis beaucoup battu pour avoir une info sur les logements inoccupés. Et un bourgmestre précédent m'avait dit, donc un maire précédent m'avait dit qu'il allait me fournir le cadastre des logements inoccupés. Et voilà, je vous passe les détails, mais je crois beaucoup à la nécessité d'avoir un cadastre des logements inoccupés, et je voudrais transposer ça à la question agricole mondiale. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des cadastres des champs inexploités, parce que ce serait évidemment les premiers à saisir. Et par rapport à l'histoire des populismes, j'ai l'impression qu'on est à la genèse
Et peut-être même la solution, elle est là au tout début du populisme. Merci. Ah, madame remet de couche. Tant qu'à faire, je me dis... mais du coup, c'est de nouveau une question de définition, mais j'aurais bien aimé savoir ce que recouvre pour vous le terme de démocratie, puisque vous l'avez dit à un moment très vite, mais j'ai pas pu le noter, puisque pour vous, c'est la différence, enfin, c'est une des grosses différences entre populisme et démagogie, c'est que le populisme vise à approfondir la démocratie, mais si je me souviens de ce que vous avez dit, c'était pas vraiment une forme d'organisation du pouvoir, et donc voilà, j'aurais bien voulu... Mais donc c'est encore une définition, et je dois avouer que je suis sociologue aussi, donc c'est peut-être pour ça. Donc c'est peut-être pas super pertinent. Voilà, merci. C'est bon, il n'y a pas de... Qu'est-ce qui n'est pas super pertinent? De discuter de ça maintenant, je sais pas, parce qu'on pourrait repartir pour 22 heures. Ah non, mais vous n'allez pas repartir avant 2 heures. Quand on doit faire la pause, on doit recommencer à 1h30. Donc de toute façon... Oui, bonjour. En fait, vous parliez donc de tous ces mouvements historiques liés au populisme et donc de ces tentatives de rencontres en différentes catégories de population, en différents profils. Concrètement, est-ce qu'il y avait des espaces, quelle forme ça prenait? Est-ce que c'était des espaces d'assemblée, d'agora? Est-ce qu'il y avait des formes spécifiques voilà, au niveau des espaces en tant que tels? Je voudrais demander pardon parce que vous avez raison, c'est avec le micro, j'ai dit une bêtise. Vous avez dit une bêtise. Voilà, c'est dit. Vous voulez plus en dire? Mais, si vous acceptez mes excuses, on peut en finir. Ça va d'abord. C'est tout? Il n'y a pas d'autres interrogations? Non? Ok. Allez-y. Bon, il y aura peut-être une deuxième tournée après. Alors, démagogie de gauche et populisme de gauche. Donc, quand j'ai dit que, d'après cette démonstration historique que je fais, les seuls populismes qu'on puisse aujourd'hui appeler comme tels sont ce qu'on appelle les populismes de gauche. Donc, je ne dis pas qu'il y a des populismes de gauche et des populismes de droite, vous avez bien compris. Les populismes de droite, il faudrait les caractériser soit comme des modes démagogiques, soit comme des ultranationalismes. Les populismes sont enracinés depuis le XIXe siècle à gauche. Et donc, dans ce sens-là, il ne peut y avoir que un populisme de gauche. Ce qu'on appelle populisme de droite renvoie à une autre idéologie, qui a une autre histoire. Je ne vous ai pas du tout parlé. L'histoire de l'ultranationalisme remonte à la fin du XIXe siècle. En France, c'est Barrès, Maurras, l'Action française. C'est de là qu'est vient Marine Le Pen. C'est pas de là que vient Mélenchon. Mélenchon, il vient du post-marxisme, et donc de cette même tradition que j'ai donnée. Maintenant, autant le populisme renvoie à une idéologie bien singulière, qui n'est donc pas à droite et à gauche, autant la démagogie, vu que ce n'est pas une idéologie, peut être à la fois de droite et de gauche. La démagogie, c'est quoi? La démagogie, c'est un certain mode d'appel du peuple, d'interpellation du peuple. C'est un style discursif. C'est une certaine manière d'appeler le peuple en faisant appel à ses pulsions, à ses frustrations, éventuellement à ses émotions, et notamment à ses émotions négatives, la colère, l'envie, pour légitimer politiquement celui qui s'en fait le porte-parole. C'est ça la démagogie. Bon, la définition d'Aristote est un tout petit peu plus compliquée, mais je vous la synthétise. Donc, est démagogue celui qui, au fond, se légitime à travers cet appel au peuple et qui, la plupart du temps, pour ce faire, promet au peuple des choses qu'il ne fera pas une fois au pouvoir. Qui promet au peuple des choses qu'il n'a pas envie de faire, en fait, dont on voit bien qu'elles n'ont rien à voir avec l'idéologie du parti politique en question. D'accord? Donc ça, c'est le démagogue. Et il y a bien évidemment des démagogues de gauche. Et démagogue. Alors maintenant, si vous voulez que je vous fasse des exemples, il faudrait que je réfléchisse un peu.
mais des démagogues de gauche, ce seraient des acteurs politiques qui utilisent ce style de communication et qui viennent de la gauche. Voilà. Il y en a autant qu'à droite. Hein. Il y en a autant à droite, à gauche et au centre. Macron fait ça aussi. Hein. Macron, c'est un grand démagogue. D'ailleurs, pendant la campagne électorale, j'ai eu des collègues qui m'ont dit oui, alors avec Macron, on assiste à un populisme du centre. Je dis mais tu te rends compte, pour quelle raison tu es en train d'utiliser ce terme pour désigner le macronisme? Parce que tu vois, Macron promet aussi, il a un style d'interpellation du peuple, etc. Mais ça, c'est la démagogie. Hein. Alors ensuite, on peut dire qu'il y a de la démagogie dans le populisme, c'est-à-dire que pour, effectivement, quand ces mobilisations se mettent en place, qui cherchent à revitaliser la démocratie, à la rendre plus démocratique, bah, il y a toujours un tout petit peu une dose de démagogie dans cette affaire, c'est-à-dire une dose de séduction hein, par les leaders charismatiques qui apparaissent, mais qui n'a rien à voir avec la démagogie, disons, absolue, pure, qui consiste à illusionner au fond. Hein. Donc on peut dire, pour synthétiser, que la démagogie, au fond, dans sa version pure, consiste à illusionner le peuple et qu'un certain type d'appel au peuple existe dans le populisme. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut tout à fait faire la distinction. Maduro pourrait être considéré comme un démagogue de gauche. C'est-à-dire du moment où il n'y a plus de mouvement social derrière et qu'on se légitime uniquement par l'appel et la séduction et l'appel à un peuple qui n'est plus là, hein, on est démagogue. Donc je dirais par exemple, Nicolás Maduro est un démagogue de gauche. Et il y en a d'autres, hein, il y en a eu des milliers dans l'histoire. Alors, les enjeux du vocabulaire. Pour moi, c'est des enjeux essentiels. Parce qu'en fait, comme le disait Antonio Gramsci, les mots sont importants. Les mots sont très importants dans la politique parce que la manière de se qualifier et de qualifier l'adversaire a une influence déterminante sur la manière dont on se mobilise et dont on mobilise. Et donc, la manière de se qualifier, c'est aussi la manière dont on construit les enjeux d'une action politique. Et ça, vous le savez, hein, parce que vous êtes des acteurs de terrain, donc vous savez très bien que qualifier les choses d'une certaine manière change tout à fait la donne. On peut même dire, en radicalisant ce postulat, que la réalité n'existe que de la manière dont on la désigne, dont on la qualifie. Ça, c'est très important à prendre en compte. Donc, il y a déjà un enjeu substantiel du vocabulaire. Quand Macron intitule son livre « Révolution » et qu'il donne une signification révolutionnaire à son mouvement, il accomplit une opération terrible, parce qu'il est en train de discréditer, en fait, de vider de son sens tous les mouvements qui se sont autodésignés comme révolutionnaires parce qu'ils avaient une vision de la révolution beaucoup plus compatible avec le sens historique du terme. Quand aujourd'hui autour de vous, vous voyez plein de gens dans le management utiliser le mot bienveillance pour faire passer des stratégies de management tout à fait liberticides et tout à fait terribles du point de vue psychique des individus, vous avez un phénomène qui renvoie à l'utilisation du vocabulaire, mais qui a des conséquences absolument dévastatrices, parce qu'on appelle avec un mot positif des choses qui sont terribles. Vous voyez, il y a une collection dans une maison d'édition qui vient de naître à Namosa, Le mot est faible, qui reprend la citation d'Orwell que je place en conclusion de mon livre. Quand un mot devient faible, il ne faut pas changer de mot, parce que le pouvoir, les classes dominantes ont ce goût de réappropriation des mots, parce que finalement les mots servent aux dominés pour se mobiliser. Donc quand on leur change le sens des mots, après il ne reste plus tellement de mots pour donner sens à l'action politique. Et donc quand un mot perd son sens, il faut lutter pour restaurer son sens. Parce que ça, c'est une opération politique très très importante. Donc c'est le cas du mot peuple, le mot révolution, tout un tas de mots qui aujourd'hui perdent leur sens. Et donc le mot populisme participe de la même évolution puisqu'il a partie liée avec le mot peuple. Et donc le principal enjeu de ma lutte sur les vocabulaires, c'est en fait déjà de dire
que le mot populisme n'est pas une insulte, parce qu'il n'a jamais été une insulte historiquement. Et donc, quand on l'utilise pour discréditer un mouvement social en disant les gilets jaunes, non, franchement, les gilets jaunes, c'est vraiment populiste. Bon, là, on donne un jugement sans rien argumenter. Vous voyez, donc moi, je lutte contre ce genre d'opération rapide qui consiste à discréditer une proposition politique en la traitant de populiste. Et on le voit de plus en plus dans notre quotidien, y compris pour des choses qui n'ont rien de politique. Quand on demande des choses qui nous semblent justes, légitimes, et qu'on les appelle populistes, au fond, on ne s'engage même pas à les critiquer. On les renvoie juste dans la déraison. Je lutte contre ça. Je pense que restaurer le sens du mot populisme permettra déjà, si tant est qu'il y aura un public pour mon activité de restauration, je pense qu'il y en a, aux gens d'utiliser ce terme de façon plus consciente et surtout de prendre conscience du fait qu'aujourd'hui, il sert avant tout à juger et pas à qualifier les choses. Et puis, il y a quelque chose qui a été montré par mon collègue Albert Augien, c'est-à-dire qu'en fait, dans l'utilisation de ce terme aujourd'hui, on cautionne une idéologie antidémocratique. C'est-à-dire, à force de dire que tout ce qui renvoie à la justice sociale, à l'égalité, est irréalisable et donc populiste, au fond, on se tient nos démocraties comme elles sont. C'est-à-dire, on accepte le fait que les démocraties soient pilotées par les mêmes idéologies des 40 dernières années, de centre-droite et de centre-gauche, qui partagent la même vision néolibérale de la société. Et voilà, donc ça me paraît très, très dommageable. Et puis je pense que savoir ce dont on parle quand on parle de populisme permet aussi aux acteurs qui sont dans cette idéologie historiquement, que j'ai reconstruite historiquement, au fond de se réapproprier ce terme pour définir ce qu'ils font. Et je pense que c'est le cas de tout un tas de mouvements de community organizing qui surgissent aux États-Unis, en France, qui renvoient peut-être à des choses que vous avez observées, des mouvements populaires qui naissent dans les quartiers populaires et qui, lorsque ils cherchent à démocratiser la démocratie, peuvent tout à fait s'auto-désigner et être désignés comme populistes. Voilà. Le cadastre des champs occupés, alors là c'est une question qui n'est pas vraiment de mon ressort. Ce que je peux dire, c'est qu'en fait, les populistes américains, états-uniens, n'en ont pas fait une de leurs préoccupations premières, mais je vois bien ce que vous voulez dire. C'est tout à fait essentiel de savoir quels sont les champs inoccupés pour permettre de redistribuer les terres et de permettre aux producteurs de vivre de leur travail. Ça n'a pas été fait par ces coopératives agricoles aux États-Unis à la fin du XIXe siècle. Par contre, ils ont plaidé pour la nationalisation des transports, et notamment la nationalisation des trains, pour permettre de réduire les coûts de transport entre fermes, et permettre justement d'acheminer les biens agricoles et de faire fonctionner ce système de prêt, d'échange et de mutualisation. La définition de la démocratie, alors là c'est un enjeu central. Quand je dis que les ultranationalistes de droite ne sont pas démocrates, alors ça peut susciter évidemment des réactions étonnées et des réactions polémiques. Le Front National est un mouvement qui s'inscrit aujourd'hui dans la démocratie parlementaire. Alors, ils ne sont pas comme leurs ancêtres maurassiens, des révolutionnaires qui veulent créer une dictature. Bon, donc on pourrait dire que ce sont des démocrates. En fait, la définition de démocratie que je prends, c'est la définition la plus exigeante qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire la définition d'Étienne Balibar. Autrement dit, la démocratie, c'est un mouvement inachevable par définition, qui est porté par l'exigence d'élargir les droits, les libertés et l'égalité acquises. C'est-à-dire une démocratie, par définition, ne peut pas être achevée. Et donc, défendre les droits, les libertés et la justice, lorsqu'elles sont remises en cause, relève de la démocratie. Chercher à les élargir relève de la démocratie. Mais vouloir les restreindre est antidémocratique. C'est pourquoi les nationalistes
les ultranationalistes racistes et xénophobes sont des antidémocrates, parce qu'ils cherchent à restreindre la signification acquise de la citoyenneté et à ne pas l'élargir. Donc c'est ça ma définition de la démocratie. La démocratie n'est pas un type de régime politique. En ce sens-là, Marine Le Pen est démocrate. Elle adhère au fonctionnement de notre régime démocratique, parlementaire ou présidentiel, comme vous voulez. Elle adhère à l'ordre du jeu, elle adhère aux règles, elle adhère aux droits. Mais en fait, la démocratie n'est pas seulement ça. La démocratie, c'est un mouvement historique inachevable par lequel les acteurs politiques cherchent à réaliser une utopie qui, par définition, est irréalisable. C'est ça la vraie démocratie. Vous voyez? Donc, il y a deux significations de ce concept de démocratie, l'une qui renvoie à un régime et l'autre qui renvoie à une idéologie et à une forme de vie, un certain principe politique. Voilà, c'est ça. Donc moi, j'utilise la notion de démocratie au sens de principe politique et de principe radical. Les formes d'assemblée, alors là c'est très intéressant. Donc j'ai dit, ce sont essentiellement des communes dans le contexte russe et dans le contexte états-unien, donc des coopératives qui organisent donc le peuple, qui organisent les classes populaires. Et en Amérique latine, c'est le syndicat. En fait. C'est le syndicat, le comité d'habitants. Mais aussi les associations culturelles. Par exemple, en Argentine, le mouvement péroniste était à la fois organisé sous forme de syndicats de travailleurs, à la fois sous la forme de comités d'habitants qui devaient se soucier en fait des besoins des voisins, vérifier que les prix ne montent pas trop, les prix de l'électricité, les prix des logements, etc. Mais aussi des associations culturelles qui faisaient par exemple du cinéma populaire, de l'éducation populaire, ou des associations féministes qui étaient très liées à la femme de Perón, Evita, que vous connaissez sans doute, qui était une icône du mouvement féministe argentin. Et aujourd'hui, dans les populismes contemporains en Europe, c'est plutôt la forme cercle, en fait, qui s'est mise en place, c'est-à-dire une forme qui cherche à transformer l'ancien mode d'organisation de la section militante. Donc Podemos, par exemple, a mis en place des cercles qui sont à la fois des cercles de militants et à la fois des cercles de profanes de la politique. Parce qu'aujourd'hui, tous ces mouvements sociaux dont on voit l'émergence sont des mouvements qui contestent la frontière entre le militantisme et les rapports profanes à la politique. Nuit debout, c'était ça. C'était un mouvement qui contestait cette frontière. Et pour plus de démocratie, pour que justement l'objectif soit de réaliser une vraie démocratie de citoyens. Donc aujourd'hui, je pense qu'on est passé de la forme commune, de la forme syndicale, qui étaient les formes historiques du populisme, à cette forme cercle qui renvoie en fait à une critique profonde de l'organisation des partis d'extrême gauche, des partis communistes, quoi, qui sont jugés comme étant suffisamment antidémocratiques du point de vue du débat interne qu'ils peuvent susciter entre des militants et des non-militants, et entre différentes idéologies aussi, qui peuvent